Ouais. Bonjour, bonjour à tous. Surprise, nous sommes 3 aujourd'hui. Eh oui. Bienvenue. Bonjour Oh. Émilie, bonjour Geoffrey. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour Eddy, bonjour Geoffrey. On va essayer de pas trop se couper la parole, mais on est tellement contents que tu sois là. Bah, c'est gentil, je suis content d'être là aussi, c'est cool. C'est Et on a déjà sympa. du monde dans le chat. C'est Ah, parfait. c'est Donc, déjà parti. Oui, voilà. Il y on a donne des du petites monde. nouvelles. Tout Voilà. à fait. Alors, pour rappeler un peu le contexte pour ceux qui sont pour la première fois avec nous sur le Q&A. Donc, le Q&A, l'idée, c'est que pendant 30 minutes, on présente un sujet et tout le monde est libre par chat de poser toutes les questions qu'il le souhaite. Donc, c'est un live qui est organisé par la Woodenit Academy, que j'ai fondé, excusez-moi, pardon, avec moi toute seule, donc c'est bon, j'ai rien confondu, bref, pardon, que j'ai fondé et dans lequel j'ai le plaisir de travailler avec Eddy, qui est expert WordPress, Gutenberg, low code, et qui m'accompagne chaque vendredi dans ces démonstrations folles. Ouais, et pas que, puisque vendredi dernier, c'était, enfin il y a 2 semaines, c'était toi. C'est vrai. Voilà, sur aussi le business. Parce Et on que s'est dit que WordPress égale business aussi. tout à fait. Et on s'est dit que cette semaine, ça serait sympa d'avoir un invité pour nous parler d'un sujet très précis en plus. Exact. Voilà. Et on s'est dit, qui de mieux que Geoffrey pour nous parler de ce sujet? Et Alors, mais c'est quoi le sujet du coup? alors, c'est quoi le sujet? Alors, déjà, Geoffrey, est-ce que tu peux en dire quelques mots sur... Voilà, est-ce que tu peux dire quelques mots sur toi et nous dire de quoi tu vas nous parler aujourd'hui? Ouais, très bien. Moi, du coup, je m'appelle Geoffrey, simplement Geoffrey. Le nom de famille est difficilement prononçable parfois, donc on va s'arrêter au prénom. Donc, mon métier de base, c'est le design. Je design avec Gutenberg depuis la bêta. Aujourd'hui, je suis indépendant de nouveau depuis un peu plus de 2 ans. Et avant ça, j'ai fondé et dirigé l'agence Fantassin pendant à peu près 11 ans. Donc sur Fantassin, on s'était mis à faire du Gutenberg dès la bêta. On avait envoyé notre première mise en prod avant que ce soit officiellement l'éditeur par défaut. Et après, forcément, on s'était mis au FSE. Donc aujourd'hui, c'est quelque chose que je continue. Et on va parler de ça, de design et design Gutenberg FSE aujourd'hui. Très bien. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On jette un œil aux questions et on le posera à Geoffrey, ou moi aussi, je pourrais répondre s'il y a des questions pour moi. En tout cas, Geoffrey, tu vas nous expliquer un petit peu comment on démarre un design. On va partir d'un logo, voilà, on va expliquer ça. On est parti d'un logo et comment on va attaquer le WordPress et le FSE à partir de simplement quelques couleurs et quelques typos. Donc, je te laisse la parole. Alors oui, l'idée en fait, on voulait monter ce live aujourd'hui un petit peu comme un cas pratique d'un cas projet que n'importe qui pourrait rencontrer. On commence la création d'un site pour un client. Là, comme on a une demi-heure, ce qu'on va faire, c'est partir d'une charte entre guillemets client que souvent on reçoit qui se résume juste à un logo et puis on se débrouille. On va voir comment est-ce que de ce logo, en fait, on arrive à monter une charte colorimétrique et une charte typographique. Et juste après, on va vous montrer comment cette charte, on peut la configurer dans l'éditeur de thème. Donc, soit vous la configurez dans l'éditeur de thème parce que vous partez sur un 2025 ou un 2024 que vous allez customiser, soit en fait, vous partez sur un site sur mesure. Là, en une demi-heure, on n'a pas le temps de vous montrer ce que ça donne sur du design sur mesure. Donc, voilà, l'idée, ça va être monter tout ce système graphique et après, lui donner vie dans l'éditeur de thème. Très bien. Bah écoute, moi, ça sera 2025. J'ai mis à jour mon WordPress et je suis donc sur 6.7. Donc, on verra ça tout à l'heure. Ok. Alors, en fait, on va commencer avec un logo que nous a soigneusement sélectionné Eddy. On a volontairement pris un logo qui n'est pas un logo d'une grosse boîte avec une charte complexe. L'idée, c'était qu'on puisse se projeter sur des cas sur lesquels vous pouvez tomber, en fait. Donc, une boîte qui a juste un logo, quelques couleurs, etc. On va faire 2 choses à partir de ça. Je dézoome et après, on va zoomer. À partir de ça, on va définir une première base de charte typographique et 2, une première base de charte graphique. Une fois qu'on aura ça, l'étape d'après, ça sera d'aller configurer justement cette charte typographique et colorimétrique dans l'éditeur de thème du FSE. Voilà. Je ne sais pas s'il y a déjà des questions à ce niveau-là.
de surveille qui me pour surveille, l'instant. parfait. Pas encore de questions. Mais Des bonjours à tout je le te monde. laisse m'interrompre du coup s'il y en a quelques-unes. Mais du coup, on va attaquer avec la première partie qui est la charte typographique. En général, quand on arrive sur une identité client, soit on a le logo avec un bout de charte, 3 couleurs de typo, soit on n'a rien. Là, on a pris de l'avance quand même, parce qu'on ne pouvait pas faire les recherches en live. On a pris de l'avance sur un cas comme celui-là. Moi, je conseille toujours d'utiliser 2 polices de caractère. La première, c'est celle qu'on va utiliser pour le texte de labeur, en fait. C'est cette police qui va nous servir de base pour définir toutes les tailles de typo. Parce que c'est cette police qui va être visible le plus, tout simplement parce que la majorité des contenus que vous allez avoir sur le site, c'est du texte à lire, donc du texte de labeur. Donc on est parti sur la Manrope, c'est une typo libre de droit, c'est une Google Font. Et je crois que c'est celle qui est par défaut, si je ne me trompe pas, là sur 2025. Ah ok, peut-être. Bon, ça fera gagner du temps. La deuxième chose que je conseille, c'est de travailler sur une typo qu'on va utiliser, enfin sur une police de caractère, pardon, qu'on va utiliser pour les titrages. Là, en fait, on a sélectionné la basse. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a regardé un petit peu par rapport au logo. On est sur une police qui est déjà capitalisée et ensuite qui est resserrée. Donc la basse, elle marche bien. Pour faire du titrage, elle fonctionnera très très bien. Et puis on aura un lien qui est pas, alors c'est pas exactement celle du logo, mais franchement, ni vu ni connu, ça va le faire. Donc maintenant qu'on a cette base, on a 2 typos. Ce qu'on va vouloir faire, l'étape d'après, c'est que on va vouloir aider Eddy à configurer les différentes tailles en fait qu'on va avoir à disposition dans l'éditeur de blocs. Ces différentes tailles, on va s'en servir pour tout, pour gérer les templates, pour gérer les contenus, pour gérer les listings d'articles, etc. Donc, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que là, ce qu'on va faire, c'est configurer différentes tailles de typos disponibles. Ces tailles seront les mêmes pour une police ou pour l'autre. Donc là, on a un cas un petit peu particulier aujourd'hui parce qu'on a des polices qui ont des dessins un petit peu différents. La police de titrage, elle a un dessin assez resserré et assez haut, tandis que la police, pour le corps de texte, un dessin assez classique. Donc l'idée, c'est que là, on va en 3 secondes définir une charte avec différentes tailles de typos. Et puis après, Eddy va pouvoir les configurer en fluide, c'est-à-dire quand il va les configurer en fluide, on va configurer la valeur minimum pour le mobile, la valeur maximum pour le desktop. À noter que un peu, on remontrera tout à l'heure effectivement sur l'interface, mais si tu peux zoomer un petit peu parce que là l'écran est petit. Voilà, ça c'est ce qu'on retrouvera dans les styles de WordPress et c'est là qu'on configure. À noter là le premier conseil, moi ce que je vous conseille, c'est tout ce qui est en dessous du médium, donc en dessous de 1 RM, vous ne le faites pas en fluide en fait. Tout simplement parce que la taille small, elle sera déjà suffisamment petite sur desktop. Si en plus on la rend encore plus petite sur mobile, elle sera vraiment pas lisible. Donc le fluide, je vous conseille de l'utiliser à partir du médium et plus, ou en tout cas à partir de votre taille de référence pour le corps de texte et plus. Donc en fait pour ça, on va utiliser un plugin Figma qui s'appelle Typescale. Et avec ce plugin, donc vous avez, ah oui, on l'a pas dit, vous aurez dans le replay, vous aurez accès au lien vers ce Figma. Comme ça, vous pouvez retrouver toutes les ressources. À chaque fois, sur les ressources, vous avez les liens vers le site ou vers le plugin Figma. Donc, en gros, avec un petit coup de plugin, en fait, on va configurer notre taille initiale de texte. Donc, la taille initiale de texte, c'est, on part toujours d'un paragraphe, pas configuré. Un paragraphe par défaut, ça donne quoi? Nous, on considère que c'est du 18. Et après, on définit X valeur au-dessus, X valeur en dessous. Là, je suis parti sur en dessous de Medium. Medium, il a un 1 RM, donc ça veut dire que c'est ma taille de base. En dessous, j'ai qu'une seule valeur. Au-dessus, j'en ai 3. Là, c'est ce que j'ai configuré dans le plugin. En dessous, j'en ai une. Au-dessus, j'en ai 3. Je donne ma taille de base. Je sélectionne une échelle. Et du coup, en 2 secondes, en fait, ça me propose une série de tailles. On peut faire l'exemple Show UI. Il y a une question de Valentin qui dit qu'est-ce que tu appelles dessin? Je crois que c'était quand tu parlais des typos, c'est la forme des caractères. Il me semble, Valentin, que c'était à ce moment-là. Le dessin de la police? Je crois, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est la manière dont la police est dessinée, vraiment.
Là, on est sur une police qui est dessinée où on se rend compte qu'on est sur un dessin, on va dire, assez conventionnel, assez proche de ce qu'on connaît sur des polices linéales, tandis que sur la police de titrage, on est sur un dessin, ce qu'on appelle, c'est du compressé, en fait. Donc, en fait, on est sur un dessin plus compressé et on a une impression de la police qui est plus haute, en fait. Donc, il suffit de regarder le U ou le O, ils sont donc étirés. en fait, si par exemple on prend un 18 en B basse, on n'aura pas la même perception visuelle qu'un 18 sur la manrope. Donc ça, c'est des choses à vérifier. C'est des choses à vérifier avant. Ok. Donc ça, c'est pour le dessin. Donc avec Typescale, soit vous sélectionnez votre échelle et vous pouvez jouer, si vous n'êtes pas inspiré, soit en fait, ce que vous pouvez faire, c'est de temps en temps, ça arrive quand on attaque une phase de DA, on a défini une taille pour un H1, bah, imaginons la taille du H1 c'est 80, bah, en fait je vais la scale, la valeur de scale, en fait je vais la changer à la main pour que j'ai le point de départ qui soit 18 et le point d'arrivée qui soit, là c'est 76, si je cible 80, bah, je vais essayer 1.62, 1.63, jusqu'à ce que j'y arrive. Et là l'avantage c'est que ça nous donne justement une descente de taille de typo hyper rapidement. Donc ça nous permet d'embarquer la configuration d'un site en à peu près en même pas 5 minutes. Donc là, c'est quelque chose qu'on peut déjà attaquer, par exemple. Ok. Une petite question rapide de Jérémy qui apparemment utilise Figma parce qu'il parle de variables. On avait parlé avec toi. Ouais. Il demande si le plugin, ça enregistre ces valeurs dans des variables ou les styles. Je ne sais pas s'il fait l'export pour les variables. Quand il fait generate, il faudrait essayer. Bon, on testera. C'est pas le. On fait pas. On testera, ouais. Sur Figma. Voilà. Ok. Ouais. Merci. Alors, on passe au concret. En fait, moi, je le fais pas tout de suite parce que j'ai tendance à d'abord utiliser ces tailles-là et après, je les teste en usage sur des maquettes. Et quand le test maquette est passé, là, je valide vraiment les tailles. Tandis que, en fait, le test maquette, ça me permet de vérifier que quand je suis en situation réelle avec des contenus réels, bah, en fait, on soit vraiment cohérent, on soit vraiment bien sur les tailles. Donc là, si tu veux, Eddy, tu peux déjà commencer à configurer ça. Alors, hop, Inception. Alors, je suis dans un WordPress tout propre, tout neuf, mis à jour, et je suis allé dans les styles. Voilà, et il faut que j'aille ici dans les styles. Et donc, je commence par la typo. Donc, tu vois, il y a Manrop qui est déjà là. Ok, parfait. Et on va installer donc Bebas. Exact. Exact. Pendant que tu installes Bebas, une petite remarque sur la nomenclature des typos. Là, on choisit des typos, on configure un 2025, on customise un thème existant. Si vous faites du thème sur mesure, je vous déconseille de nommer les typos par le nom de la typo. Je vous conseille plutôt une nomenclature par fonction. Par exemple, la police numéro 1, on va l'appeler la brand font, par exemple. La police par défaut, soit on va l'appeler la default font, soit la text font. Mais en fait, préférez des nomenclatures par fonction parce que le jour où la charte change, en fait, vous avez juste à changer la valeur de la police de caractère plutôt que toute la police. Et là, je peux te dicter les valeurs si tu veux. Je les ai sous les yeux. Bon, peut-être pas toutes les faire, mais dans l'idée, quoi. Bah, la moyenne va rester sur 1. À la limite, tu peux donc le maximum, ce sera 1 et le minimum, en fait, on va quand même la descendre un tout petit peu, mais le minimum, on va mettre 0,9 par exemple. Voilà. Et au maximum, on va mettre 1. Donc ça. 1, je laisse que 1. Juste 1. Comme ça, on sera en 18 points sur desktop. Voilà. Ensuite, la petite est à 0.6 rem. Elle n'est pas fluide. Parfait. Donc 0.6. Celle au-dessus de moyen, elle est à 1.6 en desktop. 1.6. Et on va passer en 1.3 en mobile, en minimum. Celle-là, elle est à 2.6 en desktop. Et on va la passer à 2 en mobile.
Et la dernière, elle est à 4.2 et on va la passer à 3. Ce sera très bien en mobile. 3 en mobile. Donc ça permet... Voilà, là, on est onboardé sur les tailles de typo et en fait, on pourra adapter notamment les tailles mobiles une fois qu'on aura un premier rendu des premières pages parce que du coup, ça nous permettra de tester si en situation, on est vraiment bien. Voilà, la typo, c'est réglé. Là, on est ensemble depuis 15 minutes avec la petite intro. Voilà, en 10 minutes, on a réglé la question de la typo. Est-ce qu'il y a déjà des questions à ce niveau-là? Non, pour l'instant. Ça va peut-être venir, il y a un petit décalage, mais Okay. Vas-y, on peut enchaîner, je t'arrêterai OK. s'il y a une question. Numéro 2, en fait, ce qu'on va vouloir faire dans un deuxième temps, c'est partir du logo, en fait, et configurer la palette, en fait. Donc, en fait, la palette, là, comme on configure un 2025, on ne va pas forcément en créer une nouvelle. Ce qu'on va faire, c'est remplacer les valeurs existantes. Donc, on va toujours partir du logo. On va faire deux choses. C'est que on va constituer un nuancier de couleur pour le thème. Donc là, si on voit, je vais le copier juste à côté, pardon. Si on prend le logo, on se rend compte que le thème principal, c'est le bleu avec un peu de gris, et on a deux toniques, en fait. Mais le thème principal de couleur, si on devait monter un site, on partirait vraisemblablement sur du bleu un petit peu teinté de gris. Donc là, en fait, je vous ai mis un outil, donc UI Color. C'est un outil qui est issu de Tailwind, en fait, qui vous permet, vous insérer une couleur, en fait. Il existe aussi sous forme de plugin, c'est celui-là. C'est un outil à la base pour les dev front, si on peut appeler ça. Alors, Tailwind, à la base, il a été créé pour le développement, mais en soi, c'est un outil qui est... Là, l'outil, il est dédié au design. Ouais. Donc, ce que je fais, c'est que dans l'hexadécimal, je mets ma couleur de base. Donc là, j'ai sélectionné le bleu foncé. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il nous sort tout un schème de couleurs, tout un nuancier. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que je ne veux pas qu'on parte d'un nuancier noir et blanc un peu basique. Donc ce que j'ai fait, c'est un nuancier pour la valeur du bleu du logo, un nuancier pour la valeur du gris du logo. Maintenant, moi, ce qui ne me plaît pas là-dedans, c'est que c'est trop complexe de travailler avec deux nuanciers pour faire un thème de site. Donc moi, je préférerais un nuancier qui s'inspire des deux. Donc pour ça, je vous ai mis un outil qui s'appelle Chroma.js. Donc c'est un outil qui a été créé par quelqu'un qui fait de la colorimétrie sur des cartes géographiques. Donc c'est assez dingue parce que la colorimétrie sur des cartes géographiques, c'est quelque chose qui est hyper pointu. Et en fait, cette personne a monté toute une série d'outils de couleurs. Et ça, c'est un outil dont je me sers depuis très très longtemps. Et en fait, ce qui permet, c'est de créer des palettes customisées en indiquant des étapes. Donc en fait, moi, ce que je fais comme étape, c'est que je veux une palette qui aille du dernier gris, qui passe par mon 300, parce que le 300, c'est le gris du logo, et ensuite qui fasse un miroir. Donc pour faire le miroir, il va repasser par le 700, bleu, parce que c'est la 4e nuance avant la fin, et le 300, c'est la 4e du début. Donc il va passer par le 700 et finir au 950. Et du coup, en fait, cet outil, donc vous avez toujours le lien ici, vous permet de mettre les différentes étapes, les différents passages de couleurs. Vous mettez le nombre de couleurs. Là, j'ai mis 11. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans notre nuancier là, on en a 11. Et du coup, ça nous génère. Donc là, ça nous génère un nuancier qu'on va pouvoir utiliser. C'est presque comme un dégradé, mais par étapes. Exact. Sur lequel tu dis quel est le début, quelle est la fin, mais encore plus précisément. Ok. Exact. Et du coup, là, on a un nouveau nuancier avec 11 couleurs. Je vous rassure, on ne va pas utiliser les 11 couleurs. Moi, ce que je conseille en général, c'est d'utiliser la première couleur, parce que la première couleur, c'est celle qui, si je reviens sur le nuancier d'avant, la première couleur s'appelle 50, la dernière s'appelle toujours 950. Donc moi, le premier conseil, c'est utiliser 50 pour faire du faux blanc, utiliser 950 pour faire du faux noir. Comme ça, dès le début, ça vous évite d'écrire du texte noir sur du fond blanc, ce qui n'est pas bon parce que ça fait des rendus hyper lumineux. Ça casse un peu la rétine. C'est la même chose du texte blanc sur un fond pur noir. Ça fait un peu mal. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est définir nos valeurs 500 et 900 qui correspondent à nos faux blancs et nos faux noirs. Donc là,
le 50, c'est la première. Le 900, c'est la dernière. Et après, moi, ce que je vous conseille, c'est 4 valeurs intermédiaires maximum. Moi, souvent, ce que je prends, c'est les valeurs impaires. Donc 100, 300, 500, 700. Voilà. Là, on a notre nuancier de gris, entre guillemets, pour travailler sur notre projet. Et les 2 dernières couleurs qui nous restent à trouver, bah, c'est les couleurs d'accent. Donc, dans WordPress, c'est appelé les couleurs d'accent. Donc là, pareil, en fait, on prend la pipette, on fait la pipette sur les 2 couleurs qu'on a dans le logo, on sort le nuancier, et là, en fait, la question, là, on voit qu'on a une couleur en 500, une couleur en 600. Là, après, avant de choisir quelle couleur on va utiliser réellement, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la couleur qu'il y a dans le logo. Parce que si la couleur est trop saturée, trouvez une version adaptée qui est sur ce nuancier. Parce que du coup, en termes d'accessibilité, ça sera déjà en termes de comment c'est agréable, ça sera beaucoup plus simple. En termes d'accessibilité, ça sera plus juste. Donc, une fois que vous avez ces nuanciers-là, pour faire votre choix définitif sur les toniques, vous avez un autre outil qui s'appelle Stark, qui est un outil qui vous permet, avec des coups de pipette directement dans Figma, de mettre le coup de pipette pour le fond, le coup de pipette pour le texte, et ça vous donne les scores de contraste. Donc, en fait, ça vous aide à choisir, en fonction de l'usage que vous allez avoir pour les couleurs, toujours en fonction de l'usage, ça va vous aider à choisir si le 500, le vert 500, s'il est vraiment pertinent à garder, ou s'il faut qu'on l'adapte sur un 600, et si le blue en 600, il est vraiment adapté, ou s'il faut qu'on l'adapte sur un 700 ou sur un 500. Donc là, c'est en faisant des petits tests d'accessibilité que vous pouvez choisir. Et là, en gros, une fois que vous avez fait ça, donc vous avez le lien aussi de Stark, une fois que vous avez fait ça, vous obtenez ce qu'on a là. Vous obtenez une palette pour le schème, pour le nuancier, ce que j'appelle le nuancier de thème, en fait, et une palette pour les toniques. Les toniques, on ne va pas mettre plus de nuances aujourd'hui, ça servira à rien, mais vous pouvez imaginer bosser aussi avec des nuances plus ou moins claires des toniques. C'est juste, faites en sorte d'utiliser les mêmes valeurs à chaque fois. Donc, sur les toniques, utilisez toujours les valeurs 500. Ça vous permet de faire un petit peu des corrections de saturation aussi, pour faire en sorte que les toniques, quand elles sont utilisées l'une à côté des autres, il y a une cohérence. Donc là, à partir de ça, on va pouvoir configurer la palette dédiée. Très bien. Alors, j'ai une question, toi, un peu sur tout à l'heure sur les tailles de typo de Fabien, qui demande si on ne fait pas une taille de police pour tous les niveaux de titre H1, H6. Alors, déjà, en fait, oui, on peut répondre que là, on a défini des tailles de WordPress, mais pas encore les tailles de typo. Effectivement, c'est quelque chose. Ouais, là, on est dans un contexte où, comme on a une demi-heure, on customise un 2025 existant. Dans la réalité, en ce qui me concerne, quand je fais du sur-mesure, je définis 7 tailles de typo pour tous mes projets. J'ai 2 tailles, j'ai la taille par défaut, j'en ai 2 en dessous et 4 au-dessus. Et en fait, la toute dernière, donc ça me fait XS, S, défaut, M, L, XL et XXL. XXL, j'utilise pour H1, XL pour H2, L pour H3, M pour H4. Et après, H5, H6, je me débrouille avec défaut et S. Mais avec 7 tailles de typo, ça marche très bien. Vous prenez une taille de typo, deux tailles de typo en dessous de la typo par défaut. La typo par défaut, pour rappel, c'est toujours ce qu'on va utiliser pour le corps du texte par défaut. Et vous en prenez 4 au-dessus. Vous en avez 7, vous faites tout avec. Ça marche. Voilà. Donc la configuration de les couleurs. Voilà. Donc dans les couleurs, là. Alors pour dire que ça, c'est pas la palette de base. J'ai commencé à jouer tout à l'heure avec. Tu as commencé, mais on va corriger des choses dans tous les sens. Voilà. si là tu fais les 3 petits points à côté de la palette, tu peux mettre l'affichage en liste. Comme ça, on va pouvoir profiter de la nomenclature. Voilà. Donc base, là normalement, tu vas mettre ton faux blanc dedans. On va pas rester avec du blanc pur. Okay. Donc tu vas mettre ton faux blanc qui est à F6, F6, F7. Ah, parfait. Allez. Donc ça servira pour le fond du site, mais comme on a dit, on ne veut pas utiliser des blancs purs parce que ça va juste nous casser la rétine. Contraste, c'est la couleur qui par défaut va être utilisée pour le texte. Donc on va utiliser le faux noir qu'on a défini, qui est à 1D 2234. Hop.
1D 22 34. Voilà, là on a déjà tous les textes qui sont calés nickel. Maintenant, il y a toute une série de couleurs d'accent. Bon, les deux premiers, on va garder le vert sur la valeur. Moi, le vert, je vais rester sur le 500. On va rester sur les valeurs 500 et 600. Donc on est sur AB C910. AB C910 pour le vert. Et on est sur 008 FC6 pour le bleu. 8 FC6 pour le bleu. Voilà. Et maintenant, ce qu'on a, c'est il nous reste 4 couleurs, en fait. En plus, ça tombe super bien. Là, dans ces 4 couleurs, on va intégrer les 4 étapes qu'on a dans notre nuancier. Et là, grâce à ça, du coup, tu vas pouvoir faire, en fait, on va pouvoir faire, si on veut, des éléments ton sur ton, par exemple. C'est-à-dire, vous pouvez très bien faire un groupe en pleine largeur dans une couleur foncée. Par-dessus, vous allez mettre un média et texte avec un fond sur la valeur de bleu juste en dessous. Et du coup, avec une image qui est aussi vous pouvez aussi teinter l'image ou utiliser un bloc cover où vous pouvez choisir la couleur de teinte de ce bloc cover. Ça vous permet de faire du ton sur ton de manière hyper efficace. Pour le coup, ça donne des rendus esthétiques super facilement. Forcément, quand vous avez des éléments comme ça, vos CTA, quand vous allez les utiliser avec les couleurs d'accent 1 et 2, forcément, les CTA, ils vont péter, ça va être hyper efficace. Gardez juste à l'esprit que les CTA, testez quand même les points d'accessibilité. Donc, l'idée, sur les couleurs d'accent bleu et vert, ce que je conseille, c'est de tester, de mettre ces couleurs dans le test en fond, et vous testez ça avec le faux bleu, avec le faux blanc et le faux noir. Ça vous permet de décider, en fait, les boutons, notamment les boutons, quelle couleur de texte idéale est-ce que vous devez mettre, en fait, sur les boutons. Ok, donc là, par exemple, sur un arrière-plan... Donc, sur un arrière-plan, tu vas plutôt privilégier les couleurs foncées. Donc là, tu n'as pas configuré les 4 couleurs intermédiaires, par exemple? Non, pas encore, parce que j'attendais que tu me les donnes. Ah, pardon. Alors, excuse-moi. Alors, on va faire ça vite. Voilà. Alors, accent 3, on va être sur DDD EE6. Accent 4, on va être sur ACA FC0. Ensuite, on va être sur 7E 83 9B. Et enfin, on va être sur 53 5A 74. Voilà. Et là, vous voyez déjà sur le schème, on a un truc hyper cohérent. Et voilà. Donc là, sur l'arrière-plan, voilà, tu mettrais par exemple le tout dernier que tu as dans la palette, qui marche très bien. Si tu as une couleur de texte à choisir, en fait, pareil, sur l'arrière-plan, si tu te remets là, si tu te... Ouais. Alors pas là, mets-toi plutôt sur le groupe. Voilà, on va la faire au niveau du groupe. Le texte, en fait, on ne se pose pas la question. De toute façon, c'est soit du faux blanc, soit du faux noir. Basta. Donc là, faux blanc. Et là, typiquement, si tu avais à l'intérieur, par exemple, un média et texte à mettre qui a un fond, tu pourrais le mettre avec une des 4 dernières nuances de bleu que tu trouves. Et tu as du ton sur ton hyper facilement. Et surtout, en fait, quelles que soient les compositions que tu vas mettre en place, tu es certain d'avoir une cohérence complète. Ok. Donc là, tu peux mettre l'avant-dernier, par exemple, si tu veux un ton sur ton vraiment délicat, ou celui d'avant. Et là, en fait, tu es certain que sur ton site, tu ne vas pas faire d'erreur de cohérence. Ok. Ouais, c'est chouette. Et puis après, les accents. Ok. Pareil, tu peux essayer avec un bloc cover que tu peux teinter. En fait, bon, sauf si tu décides de teinter un bloc cover avec le bleu ou le vert. Là, on parle plus de goût que de... Mais ouais, si tu mets une bannière, tu la teintes par exemple avec le faux noir. Tu la teintes avec le faux... Voilà, tu mets un calque faux noir, boum. Et là, en fait, tu vois, t'as la garantie d'avoir quelque chose de super efficace, quoi. Ok. Et tu as aussi tes... Allô. Ok. Voilà.
Le seul truc, quand vous c'est une bonne définissez des base, ouais. couleurs d'accent, typiquement le bleu et le vert, gardez ces couleurs vraiment, définissez une couleur pour le CTA, une seule couleur pour les CTA. Les CTA secondaires, vous les mettez soit dans le faux noir, soit dans le faux blanc. Et après, la deuxième couleur d'accent, ce que vous pouvez faire, c'est d'utiliser pour des petits éléments qui ressemblent à des éléments interactifs, mais qui n'en sont pas. Typiquement, si à un moment, vous avez des petits tags pour définir le nom de la catégorie, si on ne peut pas cliquer dessus, ben, en fait, vous pouvez utiliser la deuxième couleur d'accent, qu'on appellera plutôt une couleur de contraste, pour montrer qu'en fait, c'est un truc qui pop, mais ce n'est pas cliquable. Parce qu'on définit que sur notre site, le code du cliquable, c'est la tonique bleue, par exemple. Et boum. Que de très bons conseils. C'est vraiment une façon de démarrer son projet très proprement. Merci beaucoup, Geoffrey. C'était super intéressant. Avec plaisir. Et voilà, on reprend les bases. On va faire un peu l'instant pub. Tu vas nous parler de ta formation. Oui, avec plaisir. Du coup, donc j'ai sorti une masterclass. C'est la première masterclass de design avec WordPress, avec Gutenberg. L'idée, c'est de proposer une méthode pour designer avec Gutenberg et avec le FSE. C'est une masterclass qui est dédiée aux designers, mais qui est aussi dédiée aux développeurs. Parce que moi-même, j'ai un profil designer qui est sensibilisé au développement. Alors, pas au bac, hein, mais voilà, je fais mes thèmes FSE moi-même. Et l'idée, c'est qu'on aborde plusieurs chapitres fondateurs pour designer avec Gutenberg et aussi pour préparer la manière dont on va détourner Gutenberg pour faire des designs beaucoup plus avancés. Donc, on parle de mettre en place des systèmes typographiques complets, des systèmes colorimétriques complets, des systèmes complets de grilles, d'espacement industrialisés. Ensuite, comment est-ce qu'on fait du custom, comment est-ce qu'on détourne les styles existants, comment est-ce qu'on crée des nouveaux styles, etc. Et à chaque fois, sur toutes les leçons de la masterclass, en fait, il y a une grosse partie qui est dédiée à du design, à du Figma, à du concept. Et après, on fait toujours une traduction dans le thème JSON et une traduction conceptuelle en CSS pour que vraiment, à chaque fois, toutes les notions qu'on aborde, elles puissent trouver une traduction sur les différentes composantes d'un projet Gutenberg. Je suis admirative pour deux choses. La première, à notre concentration malgré le bruit du travaux derrière et l'union de rester concentré malgré le bruit du marteau-piqueur. Et blague à part, voilà, moi, c'était aussi une des raisons pour lesquelles on échange assez régulièrement et sur lesquelles je trouvais hyper intéressant que tu puisses intervenir sur le live. C'est que tu as vraiment cette approche design d'un sujet qui est généralement traité d'un point de vue très technique. Savoir comment on fait, comment on développe, comment on fait un thème, etc. Et j'ai trouvé hyper intéressant de voir ton découpage, même si c'est tout petit par rapport à ta formation que j'ai acheté. Et du coup, je suis tes vidéos et je sais que c'est un tout petit bout de toute l'immensité que tu partages dans cette masterclass. Et je dis pas ça pour faire de la pub, je dis ça parce que vraiment, je le pense. C'est hyper enrichissant. Parce qu'en fait, c'est une démarche qu'on ne connaît pas, en fait, si on n'est pas designer, en fait. C'est vraiment une autre façon de voir, en fait, la conception d'un site, d'un thème. Et cette formation, on l'a prise pour nos designers, on l'a prise, nous, pour plusieurs personnes dans l'agence, parce que vraiment, elle apporte une vision très complémentaire à une vision plus technique ou à une vision low-code. Là, je pense bien sûr à ta formation, Eddy, où toi, tu es plus effectivement dans cette approche pratico-pratique de la prise en main du FSE, de comment on fait concrètement les choses, en fait. Et je les trouve vraiment très complémentaires, en tout cas, les deux approches. En fait, on est vraiment sur une approche où l'idée du design, en tout cas, moi, ma conception du design avec Gutenberg, c'est que le design doit être approché de manière multimétier. Donc, on doit autant le penser en tant que designer, mais autant le penser surtout en tant que contributeur. On peut le penser un petit peu techniquement, mais il faut bien connaître ses limites, parce que c'est souvent, voilà, les designers ne sont pas développeurs, donc voilà. Mais en tout cas, on aborde un petit peu la technique, parce que c'est ce qui nous permet de créer un début de langage avec les équipes tech. Mais en tout cas, c'est vraiment se dire, on ne s'arrête pas au design, en fait. On va designer le front, mais aussi l'expérience de contribution. Et surtout, ce qu'on va faire, c'est on va essayer de scripter le design, c'est-à-dire de raconter l'histoire des comportements design, parce que ça aide à la fois la tech et ça aide à faire des choix sur comment est-ce qu'on va gérer ça en contrib, etc. Donc oui, c'est une approche un petit peu... Elle n'est pas purement graphique.
Et je vois ton magnifique bandeau. Ouais, excuse-moi, voilà, j'allais te le dire. D'afficher pour ma formation sur le FSE et profiter que les gens aient le temps de scanner. Il y avait deux questions qui arrivent un peu en décalage sur la gestion des couleurs de hover. Tu as un petit truc, astuce, un bouton hover, par exemple, si on est sur l'accent bleu, qu'est-ce qu'on prend justement dans la palette que tu as créée? Alors, sur la gestion du hover, on a deux choix. Choix numéro 1, je suis sur un thème existant et je fais un peu de custom. Là, à la limite, moi, ce que je ferais, c'est en CSS, je mettrais un after ou un before, un layer noir un peu transparent ou un blanc transparent pour créer une profondeur. Ça, c'est quand on est sur de la custom, quand on est sur de la personnalisation d'un thème par défaut. Et l'option numéro 2, c'est quand on est sur du full custom. Bah là, l'idée, c'est que comme on a un schème de couleurs pour nos couleurs d'accent, en fait, on est capable de dire que ma couleur d'accent de base, c'est la 500. Et en fait, si je veux un hover, je généralise, j'industrialise le fait que tous mes hovers sont en 700, par exemple. Mes hovers sont en 700, mes focus peuvent être en 800. Et en fait, on se sert vraiment de bases, à chaque fois des mêmes bases sur les palettes pour définir les différents états. Ça permet de rationaliser les choses, en fait. Et en tech, potentiellement, ça permet d'industrialiser pas mal de choses. Parfait. Et en rationalisation, bien sûr, c'est aussi côté design. Hein. Rationaliser pour le design, c'est important parce que ça permet de prendre des décisions design. Ça permet de ne pas répéter les mêmes choses 15 fois alors que ça n'a pas forcément beaucoup de valeur. Et en fait, rationaliser, le gros intérêt, c'est que ça va libérer beaucoup d'espace, du coup, pour le sur-mesure, en fait. Voilà, et d'arrêter j'espère que je prononce bien son prénom, dans le chat, nous parlait de la règle des 60-30-10. Ouais, exact. Sur l'utilisation des couleurs. Ouais. Tu peux le rappeler, même si ça a été rappelé dans les commentaires. C'est une règle en fait qui définit la proportion d'usage des couleurs qu'on devrait avoir pour que ça soit cohérent. Donc la couleur primaire, qu'on appellerait par exemple la couleur de thème chez nous, donc c'est-à-dire le bleu, on l'utiliserait dans 60%, elle devrait représenter 60% d'utilisation. Ensuite, on aurait une couleur secondaire qui pourrait être une autre nuance de ce bleu, par exemple la valeur 100 ou la valeur 300 par exemple, qui, elle, se représente ou bien le faux blanc, hein, qui, elle, se représente plutôt sur 30%. Et après, l'accent, ça serait notre choix, le vert ou le bleu. Et là, il est présent 10%, parce que vraiment, il est présent là où, en fait, il doit popper, quoi. Mais on pourrait dire primaire, c'est le faux noir, secondaire, c'est le faux blanc, et puis accent, c'est le vert. Puis rien qu'avec ça, on pourrait travailler. Bon, encore merci. En tout cas, Geoffrey, d'avoir accepté notre invitation et d'avoir partagé ces 30 minutes, presque 40. Et encore, on a moins débordé que ce qu'on aurait pu déborder, nous connaissant. Exact. Ouais. C'était vraiment top. Et moi, je suis toujours hyper fascinée de voir comment d'autres personnes travaillent sur les mêmes sujets que nous. Donc, je me suis pris des notes. Voilà. Je n'avais pas pensé à faire ça. Donc, top. J'espère que nos participants ont appris aussi plein de choses. La vidéo est disponible en replay sur notre chaîne YouTube. Ouais. Il y a aussi, toi, de ton côté, je sais, des vidéos qui sont disponibles, d'autres masterclass que tu as pu faire. Rappelle-nous juste où on peut. Tu as une chaîne YouTube, je ne sais plus où tu l'es. Alors, il y a le site better.design. Sinon, il y a YouTube. Sur YouTube, c'est better. C'est pas better.design, c'est betterdsgn. Voilà. Et puis, vous aurez aussi accès, avec le replay de cette vidéo, je le rappelle, au lien vers le Figma, avec les liens vers tous les outils. C'est top. Vraiment encore merci de cette générosité, Geoffrey. C'est hyper important. Top. Merci. Et puis, j'ai envie de dire bon appétit. Ouais. Oui, quand même. Il va falloir un moment. Il va falloir. Bon week-end. Oui, et puis bon week-end. Exactement. Merci à tous. Merci à vous deux. Merci à tous. À bientôt.